Salut les amis, bienvenue sur TV07 pour un nouveau numéro d'Ardèche Intime où nous avons pris la direction des Sanicoudoulet. Vraiment au cœur de l'Ardèche, au cœur du terroir, sont partis à la rencontre d'un personnage qui à lui seul peut-être, et on va dire arrive à transmettre cette image de l'Ardèche. On va aller à la rencontre de Jean-François Chanéac, connu par sa mouche, mais vous allez voir, le personnage est haut en couleur et on va partir pour une interview vraiment intéressante qui va décoiffer au Sanicoudoulet. Allez, on est parti à la rencontre de Jean-François Chanéac. Jean-François Chanéac, bonjour, bienvenue sur TV07 dans ce nouveau numéro d'Ardèche Intime. Alors on va se tutoyer, on l'a dit tout à l'heure, en off ça sera quand même plus simple et plus sympathique. Tu nous reçois aujourd'hui chez toi, hein, au Sagne, dans l'antre, comme on dit, des Chanéacs. Et peut-être pour démarrer et pour comprendre un tout petit peu le personnage et un peu d'histoire, on va revenir... on va dire en 1700, c'est ça, avec Jean-Pierre Chanéac, c'est ça? Jean-Pierre François Chanéac, qui était un personnage et qui peut-être va nous donner un peu la clé des Chanéacs et qui était un personnage ardéchois, un riche paysan du plateau. Alors vas-y, dis-nous un tout petit peu C'est pas que les Chanéacs, c'est une espèce de mentalité qu'on a sur la montagne. On appelle ça donc les Padjel, contrario avec les gens du roi en bas, les Rayos. Padjel, ça vient de pays, hein, c'est le mot comme ça, paysan, pays, donc c'est tout lié ensemble. Et on a gardé une mentalité un peu de débrouillard, d'indépendance, beaucoup indépendance. Et moi, je sens ces gènes, mais je ne sais pas pourquoi, ça vient naturellement. C'est quand ça se retrouve aussi dans la cuisine qu'on fait, puisque moi, je fais tout, même le pain et tout. Mais ce n'est pas une histoire d'indépendance, c'est une histoire d'aller jusqu'au boutisme, d'aller d'offrir quelque chose de complet. C'est-à-dire, on part des pommes de terre, mon frère, on s'est associé très rapidement, puisqu'il était paysan, lui. Quand on a repris, donc ça fait une quarantaine d'années, le temps passe. Et donc, lui, il était paysan, et il a repris la ferme de mon père, grosso modo, et puis moi, le restaurant de la mère, qui est la 4e génération, donc. Et à partir de là, on a travaillé les produits, et puis comme on avait ce savoir-faire qui était ancré depuis, les charcuteries, tout ça, donc ça ne me venait pas à l'idée d'aller acheter des produits et de faire du metteur en assiette. C'est pas du tout le truc. Nous, on travaille un produit à l'image des gastros, enfin des grands restaurants, où ils fabriquent tout et ils font des... Alors, imprégner un peu une touche personnelle à la cuisine, sachant que j'ai rien inventé du tout. J'ai pris que la cuisine traditionnelle et l'amener le mieux possible, avec un produit le plus simple possible. Voilà, c'était ça. La simplicité. C'est venu comme ça, c'est resté comme ça. C'est un peu l'image de marque qu'on va retrouver sur le plateau. Alors, on va juste situer pour les gens, hein, parce qu'on va dire, même si Jean-François Chanéac est un personnage ardéchois, on est au Sanicoudoulet, d'accord. Vraiment, on est au cœur du plateau. Ouais. On est, on va dire, à l'abri du gerbier un tout petit peu, qui est juste au-dessus. Oui. Alors, village natal. Et puis donc on va refaire un peu l'histoire, tu l'as dit, cette auberge qui te tient fortement à cœur. Donc comment ça a démarré? Donc tu es parti quand même un peu faire avec ton bâton de pèlerin, aller un peu découvrir la gastronomie chez quelques non connus, puisque j'ai vu passer des marcons, des gens comme ça chez qui tu es allé. Et après donc revenir s'installer ici, mais c'est quand même... Alors, l'époque n'était peut-être pas la même, mais c'est quand même un sacré défi d'installer une auberge ici au Sanicoudoulet. Combien d'habitants au Sanicoudoulet? Dans le village, on est une vingtaine. 21 avec ma poule, j'ai une poule.
que le renard, il a bouffé les autres. Mais je pense bien refaire le cheptel parce que là, c'était pareil aussi. Hein, on avait au moins des œufs qui tenaient la route. C'est mieux possible. Et ouais, c'est tout. Ouais. Alors, j'ai pas fait de grandes maisons parce que c'est que des amis en fait. Comme les Marcom, mais mon cousin tournait au Puy, qui est Ouais. maintenant disparu. C'est des gens où j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à les voir, mais parce que j'étais très curieux, j'ai fait des boulangers aussi. J'ai tapé à la porte, des gens qui venaient manger. J'ai dit, ah, vous pouvez venir voir ce que vous faites et tout ça. Parce que comme je fais le pain, et puis j'ai fait une formation à Yssingeaux, l'école nationale. Et voilà, et ça a été ça, et puis chez Marcon, c'est tombé un peu par hasard parce que j'avais fait le concours, on sait, l'assiette à la châtaigne. Donc on était avec le collègue Blacher, et du coup on avait gagné au début le premier concours qui avait eu lieu avec une semaine chez Marcon, quand même, chez Régis. Mais bon, je le connaissais déjà. Mais je ne suis pas allé une semaine, hein, parce que pauvre, je crois qu'il, je sais pas, je mettais le bazar. Hein. Ils étaient encore dans le restaurant d'en bas, et puis moi je mets beaucoup d'animation là où je passe, quoi, en général. Mais alors, des moments, et c'est là, ils étaient à 2 macarons déjà, et ils ont eu la 3e étoile là, à ce même moment. Donc j'ai travaillé un peu avec Serge Vira, le pauvre qui est disparu aussi. Et on a fait les viandes ensemble, donc j'ai tourné un peu dans la cuisine, j'ai fait, et préparé aussi donc la finale de l'assiette à la châtaigne, que j'ai remporté, bien content de ça, un premier concours, j'ai fait 2 concours, et on est bien figuré. Et je suis assez fier de ça, parce que c'est quand même se remettre en question, parce on n'y va que pour le fun, hein, de ces trucs. C'est juste pour, allez, on y va et on verra bien. Et puis ça, on progresse beaucoup dans les concours. Dans les C'est vachement concours. intéressant. Parce qu'on sort de son train. Ça me fait penser, on était au Goemio à une époque, et puis ils ont viré tout le monde sur la montagne. Et nous y compris, bien sûr. Et parce que ça ronronnait en cuisine. Bien sûr, nous, on fait des mâches, on fait les charcuteries le mieux possible, bien sûr, et sans nitrate et compagnie, sans produit où on n'empoisonne pas les gens, enfin, le moins possible, du moins, on essaye. Et ça fait qu'il n'y avait pas de renouveau et tout ça. Dans les cuisines, eux, il fallait que ça bouge un peu mieux. À un moment, ils me l'ont fait savoir, ils m'ont mis un 12 plus montant. Et je disais, c'est là qu'il fallait, mais bon, c'est lié à plein de choses. Le personnel, il y a un turnover énorme dans la cuisine, et plein de trucs comme ça. Ce qui fait qu'on est resté petit. Ce que m'avait dit une fois Régis, Marcon, il m'a dit reste bien petit, parce que je voyais que lui, il était parti avec ses concours et puis le Bocuse. Après, on passe dans une autre sphère, et on est obligé derrière de surenchérir et de partir dans des... C'est beaucoup de soucis, beaucoup d'abnégation, c'est beaucoup... Ouais. Et nous on aspire à rester calme, quand même, tranquille. Et La force tranquille crac. du plateau, Ouais. ancré dans la terre, Ouais. ça c'est important. On Moi, sent que, ouais, quand tu dis ça, on sent que, pour faire le parallèle, peut-être que passer à un moment donné sur quelque chose, sur des étoiles, c'est un stade à franchir, mais oui, peut-être qu'on perd peut-être quelque chose à un moment donné dans la cuisine et dans sa façon de voir les choses, parce qu'on court après ça. chez mes collègues que je connais, que ce soit Richard Rocle ou Olivier Samin, bon, ils sont ancrés dans leur terroir. Hein. Ils cherchent, ils sont toujours vraiment, on voit qu'ils connaissent d'abord tout, ils ont leur fournisseur habituel et pas très loin, ils sont vraiment ancrés. Mais après, c'est plutôt le côté fonctionnement de l'entreprise, le souci permanent d'être top. Moi, je prends mes skis, puis je vais faire le tour du plateau, et il me faut ça, moi. Et nous, comme on travaille avec les manches beaucoup l'hiver, que l'été, ben, il y a toujours quelque chose aussi, il y a le fin gras du Mézin, donc on n'arrêterait jamais. Mais moi, je ne veux pas rester enfermé tout le temps, c'est pas possible. Il Ouais, faut que je respire. Et je vois eux les heures qui passent dans leur cuisine, et les gars, ils y sont tôt et tard. C'est impressionnant, c'est plus qu'un sacerdoce, c'est au-dessus, tous. Et moi, il me fallait. Voilà, j'aurais pas mis les billes qu'il fallait pour aller plus loin. Même si c'est un vrai challenge et que c'est passionnant à faire. ouais, mais Monter en gamme comme ça, c'est vraiment une passion. ouais, mais est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on y perd quelque chose dans cette cuisine-là, à un moment donné? Est-ce qu'il n'y a pas Je une pense certaine... pas. Non, pour toi, non. On imprègne quand même sa pâte à l'intérieur. On a une façon de faire.
Je pense par exemple à des anciens de chez Marcon qui est à Vichy et qui a eu beaucoup de mal, lui, il a eu une étoile, mais à monter parce qu'il imprégnait une cuisine qui était vraiment dans les sphères, quoi. Et il était parti dans ce principe-là. Ben justement, est-ce que tu n'as pas l'impression des fois qu'on va trop loin et qu'on va chercher des choses vraiment Ah, très compliquées où il y a ouais, des fois besoin d'avoir des choses simples? ouais, Et est-ce que tu n'as pas cette impression-là dans ouais, cette nouvelle cuisine, ouais. dans cette quête de... aujourd'hui presque, tu parlais de la mauche. Est-ce que par exemple on pourrait servir une mauche dans un restaurant aujourd'hui 3 étoiles sans la Et non. sublimer? C'est ça en fait là. Et alors qu'il Oui. y a quoi de plus vrai qu'une mauche? Quoi de plus simple et de plus vrai à déguster qu'une mauche? Nous, c'est mon idée, moi, c'est je prends un plat traditionnel et je le mets au maximum de ce qu'on peut faire. Voilà, j'essaye de trouver les meilleurs trucs, travailler. Je fais pas du truc, je veux pas dénigrer un métier, mais nous, on fait pas du traiteur, on fait Mm. de la cuisine. C'est-à-dire que le pain que je fais, il est cuisiné. C'est-à-dire travailler. Si je mets des graines, elles vont être torréfiées, puis mouillées, puis rajoutées. Il va y avoir un levain naturel, il va y avoir une pousse très longue. Euh, il m'arrive de faire du pain à 2 heures du matin parce que il me le faut pour le lendemain et qu'il n'a pas assez pris son temps pour lever. Je regarde pas le temps précis, les heures. Je regarde que le plat soit le plus possible. Mais on en apprend ça, hein, parce que c'est des retours de manivelle, hein. La mauche, elle n'est pas dans aucun livre de cuisine. On peut pas. Ouais. Il faut se faire, et ça a été très long à faire. Parce qu'un estomac, c'est très fragile. Quand on le fait cuire un peu trop, un peu pas assez, quand on le prend trop, pas assez frais, mais vraiment frais, c'est-à-dire les cochons sont abattus le matin presque. Et ben, aussi bien l'estomac ne se gardera pas, il va s'éclater. Et c'est du travail à long terme, et beaucoup de travail pour arriver à faire quelque chose qui soit vraiment. Et on n'est jamais à l'abri Le terroir, c'est très particulier, c'est une adaptation permanente. Puisqu'on parle du terroir, Et ouais, au ici produit. on y est en plein dedans, le produit. Et oui. Ça c'est quelque chose d'important, les circuits courts, avec les paysans alors élargis, hein, il y a du plateau, il y a aussi, on parlait tout à l'heure de la minoterie Ribon qui est sur le sud Ardèche, tu as ton réseau on va dire, Ouais. de fournisseurs, et là aussi pour toi c'est important de travailler avec des gens vrais Ah et des oui. gens qui ont des vrais produits, quoi. Mais le Pas-de-Gel ou l'Ardéchois en général, hein, on travaille de confiance. Et s'il y en a un qui nous fait une entourloupe, ben, moi je lui envoie pas dire, hein. Je lui garantis, je prends un téléphone et puis je lui dis, ah ouais, comment on fait? J'ai dit, tu devais me mettre ça, tu ne me le mets pas. Et comment je fais, moi? Je sers des haricots, on a plus de fin gras ou je sais pas quoi, ou le fin gras n'est pas maturé comme il faut, ou trop frais. Parce qu'au début, c'était, attention, hein, les bouchers, il faut s'en méfier. Collègues bouchers, il faut s'en méfier. Parce qu'il faut des viandes très maturées maintenant. On va beaucoup plus loin. On va chercher beaucoup plus de goût. Donc il faut une confiance euh, aveugle Et, aux et- fournisseurs. et ça, est-ce que tu sens que ça a évolué, toi on va dire, là, depuis 40 ans, ici, est-ce que tu sens que ça a évolué aussi chez les producteurs? Est-ce que tu sens qu'il y a cette sensibilité à aller Ouais, chercher le bon produit? Ou est-ce ouais, qu'on est encore dans quelque chose ouais. vers la course en avant, vers la Ouais, surproduction, ouais. quoi que ce Ah, soit? maintenant, on le voit bien. Mais si je prends l'exemple du fin gras, par exemple, on a vachement évolué. Les paysans se sont mis vraiment à faire des bêtes mieux. Et on fait attention au bien-être animal aussi. Ça a l'air. Mais bon, maintenant, ils ne sont pas élevés à coups de pile dans le. Ça, Mm. on avait une espèce de pile où on envoyait l'attention pour les faire monter dans le camion. C'est fini, ça. Maintenant, on prendra du temps, on va les faire monter. Les abattoirs, il y a la musique un peu. C'est toute une chaîne, une filière qui doit être mais très responsable et professionnelle. Ça, c'est pas évident de remettre parce que c'est comme tout. Est-ce qu'on va faire un métier vraiment au top ou est-ce qu'on se fout de tout et que c'est pas un animal vivant, c'est une chose. Et alors, à ce moment-là, on maltraite et tout ça. Et qu'est-ce que vous avez à la sortie? Vous avez du mauvais boulot et toute la chaîne est remise en question. Et on le retrouve dans l'assiette après. Et on retourne dans l'assiette. Mais l'élevage, c'est une chose, mais vous avez le transport qui en est une autre, l'abattage qui en est une autre, le boucher qui, lui aussi, c'est des très bons professionnels, les bouchers, ils savent parfaitement ce qu'ils font.
Et ils savent, voilà. Et l'abattoir, c'est un vrai métier aussi, quand on abat une bête et tout ça. Il faut d'abord pas de stress, le moins possible, c'est très important. Voilà. C'est tout un ensemble de choses. Mais, donc vous avez ça, les pommes de terre aussi, c'est pareil. On ne va pas traiter à outrance des trucs alors qu'on sait que parfaitement qu'on empoisonne le monde. Il y a moyen de faire des bons produits sans aller foutre du dégermeur après ou des trucs comme ça. C'est tout un ensemble de choses. Et sur la montagne, c'était beaucoup plus facile de travailler avec des bons produits. C'est beaucoup plus facile. Comme cette année où on a eu beaucoup d'eau, on a eu des choux pour la mâche, nickel. Mais vraiment nickel. Parce qu'ils ont eu leur eau. Ils n'ont pas trop souffert de la chaleur. Ça a été très important. Et ben, on a des mâches qui sont au top, là. Ça joue énormément. Et donc, pas d'inquiétude, on va dire. Toi, pour l'avenir, tu vois pas d'inquiétude, on va dire, sur le respect de ces produits-là. Tu as l'impression qu'on est vraiment sur la bonne voie, même si c'est compliqué. C'est compliqué, ça restera compliqué par rapport aux événements climatiques qu'il va y avoir. Là, il faut jouer. C'est comme le vigneron, quand d'un coup il a de la pluie sans arrêt, ben, comment il fait? Il y a le mildiou, il y a tout qui. Les problèmes sanitaires après derrière. Et on ne peut pas traiter à outrance, sinon c'est quoi ce travail, quoi? Et donc il va falloir jouer avec la nature. C'est ça où c'est un gros problème. Parce que vous avez tellement de variations de température maintenant et de aléas climatiques entre la pluie, vous avez la pluie qu'on a eue cette année, ça dégorgeait de partout. Et donc, il va falloir jouer avec ça. Et c'est là où c'est le problème, problématique. Le fourrage, par exemple, cette année, on a eu énormément d'herbes. Mais ce n'est pas le meilleur pour le fin gras. À un moment, il faut que la nature, entre guillemets, pâtit un peu pour que ça fasse du fourrage de bonne qualité. C'est pas qu'un qui fait 1 mètre de haut, des bêtes qui sont on le voit là-bas, des fois des champs en Normandie ou je sais pas où, qui ont des herbes comme ça, où le graminé, il y en a point, où il n'y a pas de diversité de plantes, ça n'a pas d'intérêt. Là où il y a d'intérêt ici, c'est qu'il y a plein de plantes dans la montagne, des plantes sauvages, et tout ça, et les vaches s'en nourrissent et donnent du goût. Le fin gras, il se retrouve là. Hein. Et on a des viandes d'exception à cause de ça. Et ce sont des atouts. Alors, à l'origine, c'est rigolo parce que des fois, je me dis, c'est la revanche un peu du petit pays déserté à une époque à cause de l'exode rural et compagnie. Hein. Donc, ça valait rien, la montagne. Personne n'en voulait de ça. Il n'y avait pas de boulot. Il faisait que neiger. Il fallait voir comme les gens ont pâti à cause de la neige. Maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de neige ou très peu. Ça plus du tout. Donc, on a perdu des choses, il a fallu s'adapter. Mais maintenant, si vous regardez bien, je ne vais pas dire des bêtises, mais même les filles sont mieux en montagne qu'en bas. Les gens venaient, c'est pour rigoler. C'est de l'humour, attention, il faut le dire, hein, parce que maintenant, on se méfie de tout. Mais je veux dire que les produits d'ici, on y va les yeux fermés, quoi. Ouais. Voilà. Si vous prenez un chou de la Provence et si vous prenez des choux de chez nous, je vous garantis que la mâche, vous allez trouver une sacrée différence. Ça se voit même juste en les coupant. De la mâche en Provence, il n'y en a pas. Ouais. Heureusement. D'abord, chaque chose, si on paye à sa chose, c'est pas pour rien. Hein. Et d'ailleurs, sur la manche, il y a combien de types de manches? Parce que, alors, suivant les coins, chacun a sa manche. Ah, mais les caillettes, c'est pareil. Les caillettes, c'est pareil. Voilà, la poutriole et les trucs, ça s'adapter au pays. Donc, c'est là, une manche, c'est ça. Il faut ça et rien d'autre. Mais chaque mémé ou la maman faisait ce qu'elle avait. Elle disait, tiens, pourquoi nous, ici, on mettait des pruneaux? On ne le met plus beaucoup. D'abord parce que c'est cher. Parce que les gens, ils n'aiment pas, certains n'aiment pas, donc on ne peut pas bien trier, c'est compliqué, donc du coup, je ne mets plus maintenant. Mais bon, c'était la tradition ici, mais après, il y en a qui mettaient des carottes, il y en a qui mettent quelques pommes de terre, c'est plus digestif. Et d'une maison à l'autre ou d'un village à l'autre? Bien sûr, ça dépendait. Après, ils ne mettaient pas des poireaux ou des pois chiches dedans, hein. Et quand même, il y avait des limites. Mais il y a des bases comme ça de tradition. Nous, c'était le chou. Et puis en bas, la poutriole, c'était plus les blettes. Voilà. Et puis les caillettes, ça variait. Il y avait la salade, il y avait les épinards sauvages. Et nous, on faisait toujours au chou. C'est vachement bon, les choux aussi. Et puis les blettes aussi, on en fait un peu en été. Donc, il ne faut pas s'arrêter à des trucs et être comme ça, un extrémiste de la recette traditionnelle. Hein. Par contre, attention, les mâches, c'est un estomac, c'est du chou chez la chair à saucisse. On a bien, avec la confrérie de la mâche, il y a une base. Une base. Parce qu'il y a des dérives impressionnantes. Hein.
savez qu'elle est partie à l'origine, la Mauche, elle part de la montagne, donc d'ici, entre la Nars et la Chambre, grosso modo, hein, Méziac. C'était cette sectorisation un peu assez délimitée. Et puis après, tout à coup, on retrouve de partout, même la Drôme là-bas. Et puis à Saint-Paul-le-Jeune, là, quand même, une fois, je vois Mauche. Et c'était écrit comme il faut, déjà, c'était pas mal. Mais alors, je doute de. Voilà. Et nous, là où on souffre de ça, c'est qu'il y a des gens qui arrivent et qui disent non, je veux pas de la Mauche, je l'ai mangé. Tel endroit, c'était mangeable ce truc. Non, vous n'avez pas. Alors on est obligé de proposer autre chose, mais quand ils goûtent la nôtre, après, c'est différent, quoi. Parce qu'ils ont utilisé cette notoriété qui est partie un peu entre guillemets, on était entre Saint-Cyr et ici, il y avait les Pandros, Jacques et ma mère ici qui ont lancé ça avec une télévision aussi. Hein. C'est parti de là, dans les années 70, voilà, 75, voilà. C'est parti. Au départ, ils la faisaient de toute façon, parce que les gens voulaient remanger ce qu'ils avaient goûté. C'est parti comme ça au départ. Donc, vous ne pouvez pas nous faire une Mauche là, machin. Alors, donc, on faisait la Mauche tous les dimanches. Et puis, un jour, il y a une télévision qui vient pour un truc différent. C'était FR3, je me rappelle parfaitement. J'avais 9 ou 10 ans, dans les années 70. Hein, voilà. C'était. Ils ont filmé ça. Je dis, ah, mais c'est intéressant. Alors, en parallèle à leur reportage, ils ont mis la Mauche. Ça faisait bien leur truc. Et c'est parti comme ça. Monte Carlo, beaucoup le Monte Carlo. Les gens venaient manger la Mauche, on faisait la Mauche, mais affreux, des plein four de Mauche. C'est énorme. Monte Carlo, en plein mois de janvier, ça nous a fait vraiment connaître, vraiment un gros truc. Hein. Et là, quand ils passent pas au Sagne et qu'ils montent direct avec l'historique là-bas, c'est des boules, quoi. Ouais, on sent quand même l'homme attaché à ses traditions. On parle des traditions de l'Ardèche. Le Monte Carlo, c'est l'Ardèche. Ah ouais. Ça, c'est. D'ailleurs, pour parler un tout petit peu de l'Ardèche, toi qui es un personnage quand même qui connaît bien les quatre coins, comment tu la vois évoluer ton Ardèche depuis 40 ans? Est-ce qu'elle va dans le bon sens? Est-ce qu'elle arrive encore à garder ses traditions? Comment tu la vois évoluer cette Ardèche? Alors, il y a tout qui évolue, mais nous, on évolue avec 10 ans de retard par rapport au reste. Ce qui fait que ça devient un plus chez nous. Je vois que là où je suis pessimiste, mais ça fait un moment que je le disais une fois dans une assemblée nationale là, des hôteliers restaurateurs, j'ai dit la petite hôtellerie de montagne va pâtir. Et je vois qu'il fallait réagir il y a 10 ans, je le vois bien, parce que nous, on n'est que quelques grandes familles. Donc les vols Mouillon à Sainte-Eulalie, les Pandros, donc là-bas. Espinasse donc à Saint-Cyr, après comment s'appelle à Nars, Éolier et puis les sapins et le Provence. Voilà, et c'est en train de. Ce sont des vieilles familles, ça a été repris quelques-uns par les jeunes, là-bas vers la Nars, mais nous, la nôtre, c'est tout en déclin. Les jeunes font autre chose. On le met dans le multimédia, il y en a qui est médecine, donc ça évolue. Il n'y a pas de repreneur chez nous. La 4e génération va là se poser des questions maintenant, la 5e. Ça bouge. Et il y a des nouveaux arrivants, ce qui est bien aussi. C'est qu'il y a des jeunes qui j'espère, vont tenir et qui reprennent des petits restaurants. Mais ça évolue, c'est plus la restauration traditionnelle comme on l'a vu. Parce que très contraignante, parce que c'est la France qui veut ça, hein. Des normes sans arrêt, on a merdé, mais il faut voir un peu comme ils nous font. Vraiment, ils emmerdent le monde. Ouais. Mais c'est impressionnant. Donc je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, il ne faut pas contrôler. Il faut qu'il y ait quand même. Mais ces tracasseries administratives, c'est terrible. Et ça vous fait du mauvais sang. Les vieux disaient ça, le mauvais sang. Mais ça se retrouve bien. Hein. C'est-à-dire le stress qu'on appelle maintenant. C'est comme ça qu'ils disent. Alors que Jean-François, il y aurait quoi de plus simple que de cuisiner simplement, hein, d'aller Mais moi, je me régale parce que je fais que mon truc, je regarde que la cuisine. Et c'est ma femme, sans qui, qu'est-ce que vous voulez qu'on soit sans femme, on ne ferait rien du tout. Et ben, c'est elle qui se tape tout le sale boulot, entre guillemets. Et ici, et la comptabilité, et les machins, mais on n'arrête pas. Et de payer des gens, il faut faire attention à tout. Et puis, mais c'est sans arrêt. C'est pas normal
qu'on puisse traîner des contraintes administratives autant dans le moindre boulot comme ça. Les jeunes me le disaient, ils regardent ce qu'on fait, ils disent comment vous faites? Ouais. Parce que ça n'arrête pas. Le téléphone, vous êtes en train de manger en fermeture. On ferme, on mange tranquille, à 1h après-midi, paf, téléphone, on prend des réservations. Vous partez, je fais même en vacances par exemple. Je pars une semaine en vacances, il y a le transfert d'appel et vous êtes sur la plage là-bas dans les Canaries, ce que je vais très souvent. Je vais beaucoup à Miami, c'est ça, je vois. Il y a les palmiers là-bas. Mais hop, on prend des réservations. N'importe où qu'on aille. Je ne prends pas l'avion, j'ai horreur de ça parce que je trouve qu'il y en a trop dans le ciel. Ils me font chier avec ma camionnette parce que je pollue et je fais 5 ou 6 000 km par an. Il faut que je passe ma camionnette tous les ans à la pollution. Et ils passent. L'autre fois, j'ai compté 14 avions sur la tête. Là, il y avait de partout. C'est ce que tu voyais. 14 avions. Il y a ceux que tu n'as pas vus. Oui, ceux que je n'ai pas vus. J'ai dit, mais ils ne polluent pas ceux-là, là. Et qu'est-ce que c'est les gens qui vont manger au Maroc là-bas, pour rien du tout? Ils prennent 50 € aller-retour. Il faut, à un moment, il faut arrêter de faire les cons, quoi. Et là, je trouve que c'est... Et en Ardèche, c'est vrai que, par exemple, quand on voit sur le sud Ardèche, quand tu vois les gros complexes de vacances, tout ça, est-ce que tu penses qu'on va dans le bon sens ou est-ce que là, on est en train de perdre notre identité là-dessus? Ah oui, moi je trouve que les grosses usines, il n'y a pas beaucoup, un peu en bas là-bas. Là où on pourrait faire un parallèle, c'est avec les fermes à 1000 vaches là, qu'on voit. Ça, mais c'est complètement débile. On a vu que ce principe ne marchait pas, de faire des gros. Ça ne marche pas. Parce que vous mettez des ouvriers, mais ça se trouve dans le foie gras avec les canards. Hein. Les gars, il faut vraiment faire attention de ne pas acheter des trucs de l'Est. Mais vraiment faire attention, parce que d'abord, on cautionne du mal-être animal, mais de la maltraitance. Mais il faut voir comme c'est, mais c'est une horreur. Ça, on regarderait ce qui se passe là-bas, mais de la vie, vous mangez du foie gras. Hein. Ça vous couperait toutes les envies. Alors qu'il y a moyen de faire un truc sans qu'il soit trop stressé. Bon, c'est discutable, bien sûr, mais enfin, il y a des fois, on voit de ces trucs, il faut quand même... L'animal, on va bien le manger un peu, mais il faut vraiment pas qu'il souffre, quoi. Ou bien, voilà, c'est le plus possible, et à la fin, on y met un terme et il n'est pas mort pour rien. Quand je vois des fois des choses un poulet ou n'importe, que les gens vous savez, en reportage, machin, ils l'ont pas vendu comme ils voulaient, je sais pas quoi, ils ont été obligés de le détruire. Ou bien que vous servez quelque part une truite comme ça, et que les gens n'en mangent pas, ou qu'ils en mangent très peu, parce qu'ils sont gavés, ils n'ont pas faim, rien. Alors ça part, hop, direct. Au seau. Ouais, on sent qu'il y aurait besoin d'une éducation chez les consommateurs par rapport à ça. Il faut du respect. Toutes ces filières, tout ce travail qui a été fait pour rien, pour que ça finisse à la poubelle. Quand on voit des gens qui balancent, ils balancent des choses, les dates limites sont passées, mais un légume, parce qu'il a un coup, qu'il a un machin, c'est débile complet de le jeter. De toute façon, moi je me régale à travailler. On est habitués, nous, on travaille avec un terroir. Oui. Et vous avez des patates tordues, vous avez des machins qui sont plus petits, trop gros, machin, tout ça. Mais nous, on travaille tout. On ne regarde pas ça, nous. On regarde qu'il y ait du goût, qu'il soit bon. Si vaut rien du tout. Je préfère, jamais de la vie, vous m'aurez acheté une tomate d'Espagne, ou même des fois en Ardèche, il y en a des serres. Hein. Ça vaut rien du tout. Il faut sur une saison. Pourquoi manger une tomate qui est très jolie, très bien faite, bien rouge, en plein hiver, alors que vous savez parfaitement qu'elle sera granuleuse, qu'elle a point de goût, que c'est plein d'eau et de produits. C'est débile, ça. La vie est très bien faite. On mange des oranges maintenant parce qu'on a besoin de vitamines, parce qu'il y a moins de soleil et tout ça, et on nous les donne l'hiver. Elles sont l'hiver. C'est la nature, c'est le bon Dieu, ce que vous voulez. Mais c'est fait exprès, c'est ça qu'il faut faire. Quand je vois les étals avec des magasins, mais je pars en courant, où on voit des myrtilles, des fraises, n'importe quoi, c'est débile. Ça a travaillé le pays, c'était dans des serres, ça a traversé le pays avec des avions et des machines, ça vient de tatouiner les flots. Il faut manger des pot-au-feu, vous avez tout, des plats mais divers, de saison. Revenir aux choses naturelles et de saison, c'est les fraises, quand elles seront là-bas, moi je les prends là-bas au-dessus de la levade,
et tout ça. Il y a des jeunes qui font les fraises là, des jeunes dans ces serres là, il faut courir dans ces montagnes, il faut les ramasser. Et c'est là qu'elles sont bonnes. Il n'y a pas des trucs qui viennent des serres qui sortent au mois de mars, parce que maintenant on va en avoir toute l'année bientôt. Mais il faut contrecarrer ça, parce que les gens, c'est instinctif souvent, comme un peu le saucisson. Les achats sont instinctifs. Ouh, il y a des beaux fruits, vous achetez. Ils ne regardent pas. Mais ça m'est arrivé, moi, une fois. Je me suis fait avoir. Je me suis ramené. J'ai dit, mais c'est pas la saison. J'ai vu ça. Je pensais que c'était des courgettes. J'ai dit, oh putain, j'ai dit, mais on n'est pas encore là. Et ça vient encore des. Je ne sais pas où, là-bas. Je me suis fait avoir. Mais ça m'a vu une fois. Mais bon, c'est super important d'éduquer les gens, les jeunes. Et ça, Une fois, on était à la réunion du FINGRA, à l'Assemblée Générale, c'est pas vieux. Il y a une dame de la région, là je vais me faire des amis, hein, une dame élue de la région qui dit comme ça, est-ce que vous vous rendez compte qu'on oblige les jeunes à avoir un menu végétarien à la cantine? Vous vous rendez compte? C'est une honte et tout ça. Non, mais elle se trompait, j'aurais dit, mais elle a fini à la fin, je n'ai pas osé. Mais j'ai dit, mais elle se trompe d'ennemi, elle. C'est pas parce qu'il y aura un menu sans viande à un moment que les jeunes ils vont tous partir à manger des légumes. Ça veut rien dire, ça. J'ai dit, moi, je respecte et je fais des menus. Si le gars il veut, je lui en fais un menu. Et je ne vais pas faire un plat en enlevant simplement la viande. oui, la viande, oui. Je vais faire quelque chose avec un complément et des trucs. Parce qu'il ne faut pas. Pourquoi être dénigré comme ça, le gars qui ne veut pas manger de viande? Mettre dans des cases, débile. Ouais. Elle se trompe complètement d'ennemi. En plus, le FINGRA, de plus en plus, en cause, on dit viande de déception, à un moment, déception aussi. C'est-à-dire, on ne va pas manger du beefsteak tous les jours, et un coup de côte, un coup de machin, un coup de C'est sur une période bien de particulière. braisé. Ouais. On en mange moins et on en mange mieux. C'est ça que le truc qu'il faut faire. Mais moi, je ne mange pas de la viande tout le temps. Je serais presque végétarien même. Ouais. Je me régale à manger viande parce qu'en fait, c'est comme le café, vous savez. Et pour goûter un bon café, il faut avoir une bonne machine, regarder. Et je me suis mis au café très tard. Parce que je faisais beaucoup de ski à un moment, tout ça. Et le café, pour moi, c'est pas très bon pour la santé. À outrance. C'est comme un bon vin. On en boit un peu, on goûte. Voilà, mais moi, des fois, de toute une semaine, je ne bois pas du tout. Mais alors, pas une goutte d'alcool. Bon, des fois, on se rattrape. Hein. Et des fois, je me rattrape. Voilà. Quand on fait l'apéro, surtout, j'adore ça avec les collègues. C'est les meilleurs moments. Ah ouais, on goûte les démonstrations de vin en Ardèche, mais partout. On a goûté plein de trucs avec les toqués. On a fait des trucs, ça c'est intéressant. On rencontre des paysans, des gens. Découvrir un peu ce qui se fait ailleurs aussi, ça ouvre l'esprit. Hein. Et nous, on avait un peu moins maintenant, on commence à ralentir, on avait 60 vins, des références dans la carte, c'est pas mal. Hein. Mais j'en aurais eu beaucoup plus. Mais après, il faut du professionnalisme pour quand on fait choisir entre le FINGRA et tout ça. Et en Ardèche, on a le Chatu. Bon, moi, je le prends chez Renoir beaucoup parce que Christophe Renoir, c'est un fada de ça. C'est un gars qui est... Bon, j'adore ça, mais Arsac aussi. Tu vois, il y a plein de petits qui font des trucs super sympas. Vraiment bien. Et des vins nature aussi, de plus en plus. De plus en plus. Ouais. J'ai fait une fois une déguste là-bas chez mon copain, le Mathieu Méjean. Donc lui, il est bien branché là-dessus. Et il est très fin là-dessus, lui. Mais bon, comme d'autres, hein. Mais attention, donc on goûtait des choses, j'ai dit, mais ouais, ça, on sentait vraiment, on sentait le terroir, quoi, quand on buvait ce vin. C'était doux, c'était parfumé, très fruité. On sent chez toi que c'est important de revenir à la base et aux choses essentielles. Oui. Quoi. On ne va pas se boire un litre de vin à table, mais par contre un verre ou deux avec juste le bout de FINGRA, roast beef ou une côte. Voilà, avec une histoire derrière, avec l'histoire du FINGRA, l'histoire du vin, qui voilà, tu parles de famille, de gens qui sont amoureux de leurs produits, ça pour toi c'est important. Ah oui, mais de toute façon on y vient plein but, on regarde les gens et puis on s'approche de ça, parce que de toute façon au niveau des employés c'est pareil, il faut qu'il y ait un sens dans ce qu'on fait. Si tu n'as pas de sens maintenant, ça ne compte plus. Avant, aussi bien on se mettait dans un métier, le sens, on gagnait sous, on faisait notre truc, on faisait le taf, tout ça. Maintenant, il y a un sens. Si on a des employés, s'ils ne se sentent pas bien dans la maison, s'ils ne sentent pas en adéquation avec le feeling de la maison, ils ripent. Ça va être de suite. On le voit, hein, il ne reste pas d'abord. Ça arrive peu maintenant.
Maintenant, on discute. On est beaucoup plus famille qu'à une époque. Avant, j'ai eu jusqu'à 10 employés. Et là, c'est... Et justement, puisqu'on parle de famille et on va aborder un sujet qui te tient à cœur et qui est un peu l'actualité du moment pour toi. On l'a dit, hein, on est dans une maison familiale et en off, on a un peu parlé de la transition de ce patrimoine, de la difficulté à transmettre. Ça, on sent que ça te touche en ce moment et que ça te pose question. Et oui, parce que il y a un bon outil de travail, surtout en montagne, de toute façon, c'est ça, partout. Celui qui fait bien manger, il peut se mettre dans un trou. Le mieux, c'est le passage. Tu sais, à une époque, il y a 30 ans, quand on voulait trouver un bon... il y avait 3 critères, comme dit mon cousin Serge Mouillon, il dit, il y avait l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Voilà, c'était 3 critères. Maintenant, ça a changé un peu. C'est surtout les gens qui ils viennent se sentir bien, ils viennent bien manger, il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu. Et nous, ici, on a une maison où on est bien, je pense, c'est resté très tradition. Ça fait 4 générations, ça travaille bien. Moi, j'ai bien gagné ma vie, j'ai bien travaillé. Après, les heures, attention. On a travaillé 17 ans tout le temps. Jamais s'arrêter pour le faire. Et ce serait Maintenant, on est obligé de fermer 2 jours par semaine parce qu'il manque du personnel, parce qu'on a décidé aussi de ralentir un peu. Et parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans cette machine, et puis il n'y a pas de repreneur pour l'instant, parce que voilà, les 2 enfants sont partis d'un côté de l'autre. Je ne voudrais pas vendre, c'est très délicat de vendre. On avait une demande à un moment là qui était assez. Le gars était intéressé, et puis ce serait bien de remettre. Ça, c'est un truc que j'aurais voulu vraiment que. Parce que quand on regarde nos pays, ça perd quand on enlève un commerce comme le nôtre. Et là où une épicerie, et un tabac et un bar. C'est terrible dans un village quand il se ferme. Ouais. Moi, j'allais beaucoup chez mon collègue Ben Alilou, là-bas, il s'en laisse. Le dimanche soir, on partait, j'avais un collègue, je suis passionné de vieilles bagnoles. Alors donc, on discutait le goût, et on buvait 2 canons, là, voilà, le soir, le dimanche soir, après le service, jusqu'à 9 h du soir. Et des fois, on mangeait tout ça avec le Ben. Et c'est tout fermé maintenant, il est parti, lui, il a disparu, voilà, et puis, bon, de toute façon, il était à la retraite, mais... Et maintenant, il n'y a plus rien. Donc ça va. Donc pour toi, c'est terrible. Dans des affaires un peu comme les vôtres, comme il y en a d'autres sur le plateau, il est important de trouver la bonne personne qui arrive à continuer à faire vivre ça, quoi. Parce que c'est viable. Il y a beaucoup de boulot, mais bon, il ne voit pas où il y a du travail, il n'y a pas de travail. Ou alors, après, on ne sait pas, c'est dans les poulies, dans les gros bouts. Bon, je sais pas. Et du coup, voilà, il y a de quoi travailler de partout. Mais bon, les jeunes, par rapport à ces contraintes et tout ça, par rapport à tout un tas de critères qui sont à part de l'accueil et de la restauration, qui sont encore un peu au-dessus, c'est ça. Tant qu'on ne mettra pas un peu de simplification dans tout ce bazar, pourquoi se prendre la tête avec des machins sans arrêt? Il faut avoir la fibre. Et la fibre, oui, mais il faut pouvoir le tenir, ça. Et est-ce que ça fait quelque chose, par exemple, est-ce que ça te fait quelque chose si c'était pas un Chanéac qui reprenait l'affaire? Voilà, ça fait déjà quelques années, puis ça, je mets sur le tapis sans arrêt. Je ne veux pas fermer la porte en le vendant parce que je me dis qu'il peut y avoir les enfants, bien sûr, qui vont peut-être faire de cet établissement une certaine utilisation. Des séjours à thème, des trucs comme ça, des séminaires, il y a moyen. Et si en vendant, on ferme la porte carrément et on enlève l'outil de travail, les petits-enfants, dans une quinzaine d'années, il y en a un qui va arriver, il va dire oh papy, pourquoi tu l'as vendu? Moi, j'aurais bien. Voilà, parce que pour l'instant, ils ne sont pas ici trop. Mais il y a une sacrée opportunité dans notre pays. Parce que nous, on a une qualité de vie qui est au-dessus de. Vous pouvez en mettre. Je parle hors Ardèche, parce que si vous êtes autour de Vallon en ce moment, là, c'est le top. Je veux dire, voilà. Oui, au niveau de la météo, tout ça. Météo, le pays, j'adore ça, moi. Je faisais du ski à roulette dans les gorges, que je préparais mes brevets d'état. Et j'étais aux Anges, moi, là-bas. Parce que j'adore cette végétation hivernale, où il y a peu de touristes, quoi, bien sûr. Et le bas Vivarais, c'est vachement intéressant. Avec les menus curieux, on faisait des stages, on allait visiter des trucs. Et
Et ouais, c'est Mais, des pays. mais on sent que chez toi, quand même, tu aimerais quelque part que ce soit Chaniac qui reprenne cette affaire. Ouais, Tu ça aimerais aurait que été ça pas perdure quand mal. même. Ouais. Même si c'est pas quelque chose, une priorité, on sent qu'il y a cette tradition du pays où on transmet l'affaire ben, on va dire aux générations Mhm. suivantes. C'est un peu la Ouais. tradition, hein, Oui, oui. et ça quand même c'est important. Ah oui, pour moi ça compte beaucoup. Hein. Enfin, je ne voudrais pas le vendre, d'abord j'ai besoin de sous, parce que des sous qui sont en ferré, on n'a pas besoin, il y en a bien assez. Ouais. Moi je vais avoir 1000 et quelques euros, oui, peut-être 1100 de retraite. Qu'est-ce que vous voulez que j'ai de mieux? Non mais c'est vrai qu'il ne faut pas attendre après là-dessus quand on demande tout ce que ces cotisations qu'on a fait et tout ça, d'ailleurs, ça c'est un aparté, mais c'est une honte quoi. Tout ce qu'on a donné pour la retraite et touché 1000 euros. Non mais attends, ils se foutent du monde comme du quart, comme du tiers. Et en plus, ils voulaient me faire travailler jusqu'à 60 bientôt, non? C'est pas normal ça. Pourquoi il y en a qui, j'ai des collègues, ils étaient roulants à la SNCF, à 50 ans, ils sont partis avec 2000 euros. Qu'est-ce que je fais moi avec mes 100 à 65 Ouais. ouais, je vais partir à 61 parce que j'ai la carrière longue. Donc, C'est peut-être aussi pour ça que c'est compliqué de trouver des repreneurs. Ça fait partie aussi de ces contraintes. ouais, ça joue un peu. Hein, ça joue, hein, je crois qu'aujourd'hui c'est important, Je quoi. dis, c'est même pas reconnu et valorisé. Et c'est comme les paysans, hein. Les gars qui ils sont tués au boulot et qui partent avec 800 euros, là. Non, mais... Enfin, il faudrait qu'un peu d'équité là-dedans. C'est pas... Il faut arrêter un peu les conneries. L'avantage, c'est qu'ici, on atténue un peu tout ça. Hein. L'Ardèche Ouais. permet un peu d'atténuer tout ça. Moi, je le vois. Quand on sort, par exemple, bon, j'ai fait beaucoup le salon de l'agriculture à Paris, hein. Mais trop d'ailleurs, parce que ça, je trouve que c'est nul. Je vais me faire des amis encore là. De monter là-haut et mettre des ronds dans le salon d'agriculture, mais c'est. Ouvre tes fenêtres et mets le radiateur ouvert à fond. Hein. C'est pareil. C'est débile. Ça sert à rien. L'agriculture, c'est dans les fermes, c'est pas. Le Syrah à Lyon, c'est des différents parce que c'est que des professionnels, c'est un peu le secteur. Et là, on touche des pros et on peut vendre des produits comme avec Goûter l'Ardèche. On a un panel de produits sélectionnés. On amène tout ce panel et ce colis chez des professionnels en haut. Ça fait booster les affaires des Ardéchois. C'est ça, c'est des trucs comme ça. Mais alors, monter à Paris et mettre 110 000 ou 120 000 sans compter tout le reste pour mettre loin. Bon, bref, je peux le dire parce que je m'arrête et que j'ai 60 ans. Non, mais bon, à un moment aussi, il faut qu'ils regardent un peu les choses et arrêter de regarder que l'article dans le journal. J'adore ça, les articles dans les journaux. J'en ai Mais ça fait pas eu tout. des articles dans les journaux. Mais ça fait pas tout. Ouais. ça fait pas tout. Ça fait pas Mais tout. c'est bien, oui. Et justement, on parle du Syrah. Faire et savoir faire. Ouais, on parle du Syrah. Il y a eu un événement au Syrah avec Laurent Marcon. Oh, putain. Qu'est-ce que ça te fait, toi, Ah, de mais moi, voir, c'est les larmes aux yeux, mais tout le temps. Mais quand Viard l'a eu, quand Tissot, je les connaissais tous, ces gaziers. Du coup, ah, mais je vous dis pas comme c'est. Hein. Mais quand, par exemple, comme un sport ou n'importe qui vous touche, eh ben, par exemple, les triathlètes, là, en France, ils sont vraiment bons. À l'époque, nous, c'était quand il y en avait un. C'était vraiment, je me rappelle Jean-Paul Pirat, des mecs comme lui, qui avaient gagné la Vasolpette, et des gens, ben, c'était les frissons et tout ça. Mais alors là, le Paul, là, il a l'âge de mon gamin en plus. Donc voilà, puis je le connais, lui, ses frères un peu mieux que lui, parce que lui, c'est un fada de la cuisine. ouais. Il a bien mérité, mais alors vraiment, lui, il n'a pas eu, c'est pas un opportuniste qui arrive, hein, c'est des passionnés de chez passionnés. Déjà, le père Marcon, c'était, mais alors lui, Avec toi, ça te touche, ça. lui était intouchable. Là, hein. J'ai dit, il était au-dessus du lot, mais. Et par exemple, quand on regarde, alors j'ai eu l'occasion de voir quelques Ah émissions, ouais, ça m'a touché. quand tu vois, par exemple, je crois que l'année dernière, c'était le Danemark, je crois, qui avait gagné, Ouais, ou il y a ouais. 2 ans, Ils sont excuse-moi. très forts. Hein. Et Ils se ça, forment en France à moitié du temps. Voilà, c'est d'abord. ça. J'allais dire, qu'est-ce que ça fait on va dire la France, c'est le pays de la gastronomie. Quand on voit des pays comme ça qui arrivent à... Ouh, mais parce qu'il y a une locomotive devant. Comme on parle Marcon, mais Marcon, la Saint-Bonnet, c'est la locomotive. Et on a besoin de ça. Mais nous, tout le monde, mais tous les Français, tous les étoilés et les autres qui cherchent, et les mecs qui ont des bives, enfin les mecs qui sortent un peu et qui sont vraiment passionnés par la cuisine, ils voient Marcon et ça booste, mais c'est énorme ça. Je dis, ah ouais, le matin on arrive, le soir on se motive et le matin on arrive en cuisine plein but parce qu'on a un champion du monde qui est là, à 60 bornes d'ici. Ouais.
Mais de toute façon, moi, je l'ai toujours dit, et je le dis à Régis une fois, je ne sais pas s'il écoutera ça, mais une fois, je lui ai dit, il suffit de te toucher pour avoir gagné un concours. Parce que moi, quand j'étais allé chez lui, il y a eu 2-3 conseils, 2-3 trucs, tu vois, c'était, ah, mais tu devrais faire peut-être ça, il a dit, ben, fais ça. Il ne m'a pas dit, fais ça et fais comme ça. Il m'a dit, tu devrais, tu peux faire ça, tu peux, regarde. Et, ben oui, puisque avec, j'ai dit, il ne faut pas faire de grosses fautes de goût. Moi, j'avais mis du dos de chevreuil aussi, c'est rigolo quand même, concours. J'ai dit, le dos de chevreuil, pauvre bête. et Paul a fait pareil aussi avec un dos de chevreuil. Et bon, là, on est sur la qualité, les machins, c'est sectionné, mais rien laissé au hasard. Rien. On est sur du haut niveau, comme on dit. Ouais, du très haut niveau. C'est Dieu se faire. Hein, on approche un peu de la fin de cette interview. Moi, j'avais une question à te poser. Quel est pour toi le personnage le plus emblématique de l'Ardèche? Celui qui te marque le plus, qui t'aura marqué, un personnage qui pour toi symbolise l'Ardèche, quoi. Le premier qui me vient, c'est Jean Gilly. Parce que c'était un personnage, lui. Hein. Bon, partout, presque, enfin, peut-être pas en cuisine, hein, je ne sais pas trop. Mais c'était un épicurien, parce qu'il adorait. Ah mais oui, il venait, quand il faisait la traversée de l'Ardèche, la moitié du temps, il arrivait premier, il gagnait souvent. Et il venait manger la mauche, là, après, charcuterie totale. Hein. C'est rigolo. En politique, Michel Teston, voilà, c'est des gars qui sont comme ça. Franck Ducollier, voilà, comme Gilly. C'est pas des tricheurs, des machins, des trucs, des affabulateurs, des machins, voilà. Comme Régis Marcon, c'est un mec Franck Ducollier. Ça, c'est très important. Mais il y en a plein comme ça, hein. Des gars qui sont droits dans leurs bottes. Comme dit Richard Rocle, notre président des Toquets, droit dans les bottes. Et s'il y avait on va dire, est-ce que tu vois émerger dans la jeune génération là, des cuisiniers ardéchois, est-ce que tu vois émerger? Ça bouge. Ouais. Ah oui. Bon, tu as Florian Lescourt, qui, lui, putain, c'est des passionnés aussi, ça. Mais Richard Rocle aussi, voilà, je reviens à ça, Olivier Samin, des mecs comme ça. Après, tu as Daric, Charmasson. Charmasson, ouais. Voilà, c'est des. Voilà, et comment ça s'appelle, Ovance aussi. Voilà. Coquet, ouais. Tu as la fille de Jacques Collier, qui elle, c'est une passionnée aussi. On a quand même un terroir. Enfin, on a quelque chose quand même en Ardèche qui fait que on a quand même pas mal de bons restaurants. Ah oui. Mais ça ira. Mais de toute façon, il y a des locomotives pas loin, ça joue énormément. Et puis maintenant, on a une philosophie plus de la cuisine de qualité comme ça. C'est plus. Alors, ça s'est détaché du tout venant, cuisinier tout venant qui faisait un truc pour gagner sa vie, machin. Maintenant, on a carrément des passionnés d'un côté, et puis des plats du jour de l'autre, qui viennent, ils sont là, ils font un outil de travail. À moindre coût, on dirait, ça se sépare un peu comme ça. Ça se sépare un peu, Il y a une sphère qui vraiment, eux, tac, ils cherchent un truc, ils ont ça en point de mire et ils montent. Comme je parle de Florian Lescaut. Le Mathieu Méjean, là, c'est un gars à côté, là, il a des doigts en or, ce mec. Il fait des trucs, il bluffe. Il est bluffant sur plein de choses. Mais là, il se cherche en ce moment. Alors, il part d'un côté, il refait du Bocuse un peu, avec des sauces et des trucs. Lui, je sais, je lui en ai parlé l'autre fois. Je lui dis, putain, pourquoi tu pars pas toujours, tu gardes pas ta ligne. Il dit, ouais, mais moi, je voudrais faire mieux, comme ça. Il lance son truc. Mais, on va dire que il ne faut pas trop déstabiliser ses clientèles, parce que quand les gens viennent chercher chez vous un truc, mais aussi, on est un peu pieds et poings liés avec la mauche, avec les machins comme nous, ici. Les gars, moi, ils viennent 80% les dimanches manger la mauche. S'ils arrivent qu'il n'y a pas de mauche, ça serait compliqué. Pour pas dire 90%. Il y en a quelques-uns qui ne vont pas aimer ça, qui vont prendre autre chose. Mais... Donc, on est obligé de garder la mauche et la faire le mieux possible, du coup. Mais c'est très bien. C'est très bien. Il faut aussi... Alors, je me propose des choses différentes aussi, un peu, sur la partie. Donc, dans les entrées et les desserts, je fais des trucs un peu plus osés, des fois, mais toujours très terroir. Hein. On ne va pas aller faire trop de finesse, parce que de toute façon, ça marque. Une fois, j'avais fait une formation de pâtisserie à Saint-Jean, à l'École nationale, là-bas.
Et donc, j'arrive, je commence à faire un entremets avec, je ne me rappelle plus que c'était, mais alors vraiment, tu sais, puis je m'applique, hein, un truc qui sortait, mais mieux d'un bon pâtissier, quoi. Vraiment bien fait et tout ça. Le gars, il dit, vous l'achetez où vos gâteaux? Il me dit comme ça. Je dis, comment ça, mais je vais pas acheter le gâteau? Enfin, c'est moi qui l'ai fait. Il ne voulait pas me croire, tu sais, parce que j'étais tellement bien taillé, tout bien, Ouais. que maintenant, quand on fait des choses, même si c'est travaillé dedans, même s'il y a des marrons confits, ou que je fais des trucs un peu plus. Je le fais très rustique, pour que ça fasse bien maison. Je fais attention à ça. C'est rigolo, non? Ah, ça, c'est très D'être marrant. obligé de. Oui, de ne pas surfaire les choses pour Si qu'elles c'est passent trop plus travaillé, ça naturellement. ne rentrait pas dans Ça ne le. rentrait pas dans le cadre Vous savez de la maison Chanéac. Ouais. Il y a Ouais. c'est Fréchon, je crois, un grand chef parisien, donc, qui goûtait les plats de Paul Marcom en avant-première, donc il goûtait pour nous donner des conseils, pour regarder où c'est que ça en était, tout ça, tout. Donc il dit, il regarde, il dit, waouh, on dirait un truc de bijouterie. Et là, dans ce cas-là, voilà. Mais nous, si on fait du trop fin, alors là, on peut le faire, oui, chez des étoilés. Les collègues étoilés, voilà, eux, ils vont sortir un truc, c'est beau, d'abord. Mais une mauche, c'est joli. Une jolie mauche là, qui est bien un peu légèrement croustillante, là-dessus, légèrement colorée. Une côte de bœuf. Nous, des fois, je me plais à montrer la côte que je viens de couper. Donc, j'ai des gros trains de côte comme ça. Et je laisse maturer. Hein. Donc, et je coupe à mesure qu'ils me demandent. Donc, on prend la côte et hop, on la montre. Alors, elle est bien, vous savez, pointée de gras, là. Et juste avec le gras au-dessus, il y en a qui adorent ça. Alors, il y en a qui vont vous dire, tu es trop gras sur la côte, parce qu'ils ne comprennent rien, c'est imbécile. Mais tandis que ce gras qui vient nourrir la viande quand elle cuit, c'est là, on le mange ou on ne le mange pas. Mais c'est lui qui a besoin de ça. Le gras, c'est le goût. Le gras, c'est le goût. Et tu enlèves le gras, ça vaut rien. Du maigre de trucs, c'est nul. Et des fois, ils sont bizarres, les gens. Comme quand le truc du cuisinier. Si tu veux sabrer son moral, il est bien cuit. Ah, ça, c'est... N'importe quoi. Une entrecôte, machin. L'autre, il a fait un roast beef bien cuit, 56 degrés, tac, à cœur, bien rosé dedans, là, mais saignant, bleu même, tu vois. L'autre, il dit bien cuit. Il ne faut pas avoir du rouge, c'est ça? Ah Ouais. En tout cas, il est peut-être temps maintenant d'aller chausser les skis, parce qu'il y a un peu de neige dehors et je vais y aller, le moment d'aller, on a la chance d'avoir de la neige sur le plateau en ce moment. Ouais. Tu disais que tu aimais le ski et que c'était une journée à aller faire du ski. Beaucoup de ski. En tout cas, nous, on a été heureux de te recevoir dans cette émission, heureux que tu nous accueilles chez toi. Parce que vraiment, ça a été un échange de passion. On sent chez toi l'amoureux de l'Ardèche, l'amoureux des produits et quelqu'un de valeur. Et ça, c'est important. Je pense que c'est important et c'est ce qu'on veut arriver à retransmettre dans nos émissions. En tout cas, merci Jean-François de nous avoir reçus. On est dans le thème alors. On est dans le thème. On est dans le thème et on invite tout le monde à venir découvrir cet endroit vraiment magique. Parce que Jean-François, il n'est pas forcément derrière les fourneaux, vous le verrez en salle. Et ce qu'on de temps en temps, je sors, ouais. Ouais, souvent. Mais si on m'appelle, et puis... ouais, je pense que c'est un joli moment à partager. Et en tout cas, merci beaucoup. Vous retrouverez donc cette émission. Si vous aimez, partagez, likez. N'hésitez pas à diffuser, à faire connaître cette émission avec des gens de valeur comme Jean-François. Et on vous donne rendez-vous très bientôt. Pas très cher, hein, je suis assez... Pas très cher en plus. Pas très cher, vous avez entendu. Toujours un tarif raisonnable. Voilà, toujours. Donc on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission d'Ardèche Intime.